l'âge d'un jeune assistant. En fait, à Zurich, on faisait quelque chose d'assez similaire. Je vais vous montrer comment on a travaillé ce système pour arriver à quelque chose, et on espère, qui va être très largement utilisable. Alors, tout d'abord, un petit peu pour vous faire comprendre d'où ça vient. Je suis responsable des soins intensifs de néonatologie et de pédiatrie. Et en fait, je n'ai aucun conflit d'intérêt, si ce n'est que celui de défendre la peau des nouveau-nés. Et pas seulement la peau, même un tout petit peu plus, mais vous allez voir que dans ce domaine-là, on parle pas mal aussi de la peau des nouveau-nés. Nos soins intensifs ici au HUG sont juste incroyables. C'est des soins intensifs, donc vous voyez juste rien, c'est calme, parce que chaque enfant, en fait, a sa propre chambre dans laquelle il peut avoir les parents. Et quand on voyage, c'est une de mes passions, en fait, dans le monde, on découvre un certain nombre de choses, et l'âge aidant, avec la masse des choses qu'on peut voir, c'est qu'on réalise des choses qu'on réalisait peut-être pas tout à fait. J'adore donc voyager, et ça, c'est une chose qui est évidemment une crainte, mais jamais pour nous, parce que ça arrive tellement rarement que finalement, on l'oublie aussitôt vu. Pour les nouveau-nés, en fait, ça touche toutes les heures un jumbo jet comme ça de nouveau-nés qui décède, et c'est généralement accepté comme une fatalité qu'il y a 2,5 millions de nouveau-nés qui décèdent chaque année. Et il y a encore une fois la même quantité de nouveau-nés ou de fœtus qui décèdent juste en fin de grossesse. En comparaison, vous voyez les chiffres qu'on a comparés à des choses qui nous font peur, comme l'Ebola ou bien le HIV, ou bien même la malaria, qui est clairement une des grosses pathologies mondiales qui doivent être traitées. Mais de naître est donc un risque non négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est que 99% de ces décès ont lieu dans les pays pauvres qui ne peuvent pas se permettre grand-chose et où, en fait, ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Le décès n'est que le pointe de l'iceberg de toutes les pathologies, la morbidité néonatale de laquelle on ne parle même pas parce qu'on n'a pas de chiffres à disposition. En passant, nos collègues du continent africain, ils parleraient plutôt de l'oreille de l'hippopotame, mais ils veulent dire la même chose que nous. En fait, dans ces pays pauvres, c'est là où naissent aussi la plus grande partie des nouveau-nés. Cette problématique de la morbidité reste énorme. Et l'une de ces morbidités est la jaunisse néonatale. La jaunisse néonatale, en fait, touche beaucoup d'enfants. Dans la race caucasienne, ça touche 2/3 des nouveau-nés qui font une jaunisse. À côté, vous voyez le nombre de nouveau-nés que ça touche. Et la bilirubine non conjuguée, qui est celle qui est toxique, en fait, qui est neurotoxique, va se déposer une fois que c'est entré dans un neurone, dans les noyaux de la base, et vous voyez peut-être que c'est un petit peu jaune ici, c'est un peu trop clair pour qu'on le voie bien, et ça c'est le risque à éviter, puisque une fois que c'est arrivé là, en fait ça conduit à un handicap qui est irréversible et qui est considéré une des causes les plus fréquentes d'handicap dans les pays à faibles ressources. Ça se voit déjà chez des nouveau-nés tout jeunes, comme celui de gauche, ou bien des enfants plus grands qui n'arrivent pas à s'arrêter de bouger, donc qui ont des mouvements choréiformes tout le temps. Ça, c'est la pathologie de l'hyperbilirubinémie qui peut conduire parfois jusqu'au décès. La prévention dans les pays riches permet d'éviter la grande majorité de ces handicaps, et l'handicap sur ictère nucléaire, c'est ce qu'on appelle la pathologie que vous avez vue avant, est devenue rarissime grâce à une prise en charge, notamment par la lumière bleue, la photothérapie. Mais 7 à 8% de tous les nouveau-nés qui naissent ont besoin de photothérapie pour éviter d'aller dans ces zones à risque pour l'ictère nucléaire. Et cette prévention dans les pays pauvres est disponible dans la grande majorité des situations, puisque la lumière bleue, en fait, elle est peu chère. Une lampe, elle coûte entre 20 et 30 euros. Elle peut être utilisée pour des milliers d'enfants. Le traitement est simple, mais il
c'est nécessaire d'avoir une indication pour ce traitement qui se fait au laboratoire, et le laboratoire est quelque chose de cher et qui doit être répété pour l'indication de l'entrée et pour l'indication à la sortie. Un test sanguin est dans l'ordre de grandeur de 10 à 12 euros, et donc à ce prix-là, en fait, dans les pays à faibles ressources, c'est souvent le prix d'une semaine de travail dans les pays plus pauvres, n'est juste pas accessible à la plupart des nouveau-nés qui, pour cette raison, donc, échapperont à un traitement efficace. Alors, qui nécessite le traitement, il y a deux façons de procéder. Il y a une façon de faire un screening, et ce screening, il peut être fait à l'œil nu. C'est pas si mauvais que ça. Il peut être fait avec des nouvelles applications smartphone qui mesurent la couleur de la peau. Et puis, il y a des appareils très chers, comme celui que vous voyez ici, qui permettent de mesurer la bilirubine transcutanée. Mais une fois qu'on a exposé l'enfant à une lumière pour dégrader la bilirubine, en fait, tous ces appareils font défaut. Et donc, pour initier le traitement, et surtout pour arrêter le traitement de photothérapie, c'est nécessaire de prendre des échantillons de sang et de déterminer ceci dans un échantillon de sang. Donc, ce type d'intervention, le screening, il y a différentes façons de faire. Là, à gauche, vous avez une petite échelle qui montre sur le nez de ce bébé, en fait, une échelle de jaune qui peut être vue. Et sur la droite, en fait, un des premiers prototypes de Bilifree du professeur Sack, comme je l'appelle, parce que son nom est compliqué à épeler, qui utilisait déjà une première échelle pour ce Bilifree. Nous avons amélioré le système dans le sens de créer un box de sédimentation à l'abri de la lumière, donc il se ferme, et permet à cet échantillon dans un capillaire de sang ici de sédimenter avec les globules rouges en bas et en haut le plasma avec plus ou moins de jaune. C'est un box qui est imprimable en 3D et qui permet donc de faire ensuite une mesure de colorimétrie, comme vous pouvez voir ici. Je voulais vous amener le box, mais on est juste en train de l'utiliser actuellement sur un échantillon, donc je ne voulais pas perturber cette mesure qui est en cours de route. Et les seuls consommables, en fait, pour mesurer cette bilirubine, c'est le capillaire. Et ça utilise des toutes petites quantités de sang. Ça, c'est très important pour des échantillons répétés chez des petits patients qui ont une petite quantité de sang, contrairement aux adultes, moins de 100 microlitres. Ça ne nécessite aucune électricité, donc c'est possible de l'utiliser n'importe où dans le monde. Ça nécessite aucune substance chimique qui ensuite irait dans la nature, donc c'est écologique. Et puis c'est très low cost puisque c'est probablement quelque chose comme 5 centimes, et encore c'est surestimé par rapport au tube, et puis un box qui est imprimable et qui pourrait être envoyé en fait simplement par des coordonnées sur des imprimantes partout où on voudrait le faire. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Donc on est en train de tester grâce à un fonds PRD-DHUG contre un gold standard, je vous en parlerai un tout petit peu plus. Ensuite, on est en train d'améliorer peut-être ce box par un système de centrifugation, puisque dans le box, il faut attendre un minimum d'1 heure pour la sédimentation, alors que ce temps-là, il fait souvent défaut quand on doit examiner beaucoup d'échantillons dans certaines situations. Et puis finalement, on a les premiers pas avec une application de colorimétrie qui ensuite se développera. Je vous montrerai aussi un tout petit peu plus où on en est. Alors juste pour ce test de gold standard, on a les premiers examens, tous les échantillons ont été photographiés, donc la partie application est en cours de développement avec quelques problèmes que je vous montrerai aussi. Mais pour l'instant, on a presque une centaine d'échantillons où on a comparé le gold standard qui est
notre gazomètre qu'on utilise tous les jours pour mesurer la bilirubine dans l'unité de néonatologie high-tech que nous avons. Et puis, sur la droite, vous voyez une échelle de jaune avec un échantillon sédimenté et le surnageant, en fait, qui a un certain jaune, je ne sais pas si on le voit bien ici, l'échantillon 71A, qu'on a comparé simplement à l'œil nu et déterminé, en fait, à quel endroit de l'échelle ça correspond, ce qui explique aussi un tout petit peu ces premiers résultats qu'on a. Vous voyez qu'on a un petit peu des lignes, parce qu'à l'œil nu, on ne va pas dire 372, mais on va dire 340 ou 370 ou quelque chose de ce style. Et donc, ça, c'est la corrélation qu'on a avec, en fait, une très bonne corrélation. Ici, on a de 0, parce que j'ai mon curseur quelque part. Non, je n'arrive pas à l'amener là où je voudrais, mais vous voyez qu'en fait, on a 350 maximum ici. La bilirubine, elle peut monter plus haut, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'échantillon aussi haut que ça. Et 350 du côté visuel. Et on a en fait une ligne de corrélation qui passe pas tout à fait par le 0, mais qui est assez proche en fait de la ligne de confiance, qui serait 350, 350. Et puis si je plotte en fait ces résultats sous forme d'un Bland-Altman, peut-être que certains reconnaissent ce type de courbe où en fait on fait la moyenne entre le gold standard et le test, le nouveau test, et puis de l'autre côté la différence entre le gold standard et le Billy-Free. Et normalement l'idéal ce serait d'avoir une courbe, la courbe grise là, qui serait exactement sur le 0. Elle est quand même pas mal du tout, juste par du visuel, sur une moyenne qui est juste 10 micromoles plus élevée en moyenne, mais assez bien dans les valeurs moyennes. Et on a la grande majorité de nos points juste au visuel qui sont dans les 2 déviations standards. Alors, évidemment, comme physicien, on dit, mais on n'est pas satisfait de ça, mais ça, c'est un petit peu la biologie, et je vous montre en fait ce que des appareils très chers sont capables de faire. Et ici, on a pris un HPLC, c'était il y a quelques années déjà, mais on l'a comparé avec une machine chimique, et ici, un spectromètre, et vous constatez que la chimie, en fait, elle n'est pas si bonne que ça non plus, hein. Il y a plus ou moins 40 micromoles par litre. Alors, si je retourne en arrière, on avait plus ou moins 50 ici. Donc, on est pas mal du tout juste à l'œil nu. Et la méthode au spectromètre est un petit peu plus précise avec en fait, des erreurs qui sont plus faibles, mais un nombre de points relativement faibles et tous centrés autour des 200 micromoles par litre. Alors, où on va aller pour augmenter cette précision? En fait, actuellement, on a une application qui va encore via un PC dans lequel on identifie en fait une valeur haute, une valeur basse, et puis ensuite on essaye de façon linéaire de mesurer avec colorimétrie la valeur du surnageant, comme c'est marqué ici, et les premiers tests qu'on vient de faire il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, nous montrent en fait que notre échelle primaire était une échelle qui n'était pas tout à fait linéaire, et donc on peut choisir deux linéaires. Si on prend celle de notre échelle, en fait on voit que c'est beaucoup plus blanc jusque-là. Et puis si on prend l'échelle qui part seulement du 3e niveau de l'échelle, c'est assez proche du linéaire. Donc on a dit que dans un premier temps, on essayerait d'utiliser cette échelle-là, mais il faudra la calibrer mieux, cette échelle. La raison pour laquelle on doit faire ça, c'est qu'il y a quelques pièges en fait dans cette colorimétrie. Un, c'est que chaque caméra de chaque téléphone mesure un tout petit peu différemment les couleurs. Et l'autre, c'est que selon la lumière que vous avez, en fait, vos appareils ne mesureront pas exactement de la même façon. Par contre, en ayant toujours une échelle dont on aura besoin une valeur basse et une valeur haute,
qu'on photographie en même temps en fait que la valeur de notre échantillon, on peut en fait dépasser ces problèmes. Et ça, c'est une des premières mesures maintenant qui est très reproductible. En fait, on a une routine très très simple en fait sur Internet dans laquelle on choisit l'image et puis on met d'abord sur Forer la valeur la plus foncée avec qui a une échelle, donc l'échelle 1 qu'on a choisie qui ne prend pas en compte les valeurs particulières, et on prend comme deuxième valeur ici la nouvelle échelle, et puis on prend l'échantillon ici, et puis ça nous donne en fait de façon très reproductible toujours les 464, mais qui en réalité sont à peu près une centaine de points trop hauts par rapport à notre gold standard. Pour ça, ça veut dire qu'il faut en fait qu'on calibre mieux cette échelle. Et une des façons de le faire, c'est de prendre de nombreux échantillons en fait de gold standard, si on veut, et de faire une échelle, si possible linéaire, et si ce n'est pas possible, on fera une échelle non linéaire par rapport à cette mesure de colorimétrie par l'appareil photo. Le deuxième point va être quelque chose où probablement le machine learning va nous aider un tout petit peu à avancer plus pour la détection automatique en fait de l'échantillon qui pourra se faire. On a déjà commencé sur la carte, le mapping ici, d'avoir des points de référence et qui permettent ensuite d'identifier par le machine learning la hauteur du tube et puis l'interface entre les globules rouges sédimentés et la partie haute qu'on doit mesurer. Ça, c'est un tout petit peu plus loin dans le programme. Et puis, les autres choses que nous souhaitons beaucoup, c'est accélérer ce temps de sédimentation et surtout avoir en fait une sédimentation complète, puisqu'elle nous permettrait non seulement de mesurer la bilirubine, mais aussi l'hématocrite, si on a une sédimentation complète. Et on s'imagine une sorte de centrifuge comme ça, et peut-être quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler de ce type de centrifuge, qui est un jeu d'enfants, un jeu d'enfants dans les pays à faibles ressources en particulier, et qui, en fait, pour la petite histoire, fait une centrifugation tellement puissante qu'on a de la peine à fermer les petits tubes et que donc les premières fois les infirmières avaient des rayes de sang comme ça sur leur blouse pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc j'arrive un petit peu à la fin de ce projet qui est en cours de route, et surtout on se réjouit maintenant de tester différentes échelles avec notre première application. J'aimerais d'abord remercier le professeur Girapet qui avait lancé il y a pas mal de temps un premier projet de ça. Il est à la retraite maintenant, mais il a fait beaucoup pour les nouveau-nés de Thaïlande. Ensuite, une étudiante qui est venue faire un PREM dans notre service, et dans ce PREM-là fait les premiers pas en fait pour le Bilifree notamment. Elle a aidé à imprimer en 3D ce box, et puis nos infirmières de recherche qui ont pu être payées par un PRD des HUG pour maintenant faire cette évaluation en fait contre un gold standard. Et finalement mon neveu qui est informaticien et qui a travaillé ici au centre de l'innovation pendant un certain temps comme stagiaire, et qui en fait a fait cette petite application et qui va continuer à travailler dessus si on veut bien le faire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le projet, puis je suis volontiers à votre disposition pour
poser le diagnostic n'est pas forcément très important de jaunisse, mais du niveau qui est individuellement nécessaire pour traiter un enfant. Un enfant, par exemple, qui a peu de graisse et qui a peu d'albumine a besoin d'avoir un traitement beaucoup plus bas, à des niveaux beaucoup plus bas que le nouveau-né à terme, avec un petit peu de graisse sous-cutanée et beaucoup d'albumine. Je vous ai pas forcément caché quelque chose, mais je n'ai pas beaucoup parlé des différents types de bilirubine, puisque en fait, la bilirubine toxique est la bilirubine non conjuguée. Elle ne pose pas de problème chez les adultes en général, c'est vraiment un problème du nouveau-né. La bilirubine non conjuguée, normalement, est un produit de dégradation de l'hémoglobine, qui est en excès chez le fœtus et qui doit être dégradé. Donc souvent, il y a une augmentation à la naissance de cette bilirubine. Normalement, elle est directement détoxifiée par l'albumine, mais c'est un équilibre stoichiométrique. Et moins il y a d'albumine, plus il y a de bilirubine qui peut aller sur les graisses. Et les neurones ont des membranes phospholipidiques qui permettent de capter cette bilirubine non conjuguée. Et une fois qu'elle est captée dans le neurone, en fait, elle va voyager pour arriver au noyau et donc devient toxique. Une fois que la bilirubine elle est circulante, attachée à l'albumine, elle est amenée au foie où il y a la fameuse glucuroconjugaison et elle conduit à la bilirubine conjuguée, qui est souvent le problème des adultes qui ont des obstructions sur les voies biliaires, mais qui est toute une autre chose. Ça, c'est une bilirubine qui est non toxique, mais elle indique en fait une pathologie du foie ou des voies biliaires. Donc c'est un petit peu différent. Et ce que je vous ai caché aussi, c'est que nous, on mesure la bilirubine totale, qui dans 99,9% des situations, en fait, est celle qui est nécessaire pour les nouveau-nés. Si au bout de 15 jours, un nouveau-né reste encore avec des bilirubines totales très élevées, à ce moment-là, dans des pays qui peuvent faire des chirurgies hépatiques et des transplantations hépatiques, il faut aller chercher la bilirubine conjuguée. Mais c'est quelque chose qui est excessivement rare. Nous, on est le centre ici des pathologies, donc ça devient un petit peu plus fréquent à Genève, mais c'est vraiment quelque chose de très rare mondialement. Non. Là, si un enfant a une pathologie du foie, ce sera à ce moment-là la bilirubine conjuguée, qu'un autre type de bilirubine qui augmente de façon très importante, mais ça, c'est quelque chose de très rare chez le nouveau-né. Dans l'échantillon, quand on voit le jaune, c'est bilirubine plus plasma. Oui, c'est donc, on prend du sang frais et immédiatement, on peut soit centrifuger, soit juste laisser par la gravité que les globules rouges descendent. Et donc, ça prend entre 1 heure et quelques heures selon l'hématocrite, selon la quantité de globules rouges qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est un processus qu'on aimerait bien accélérer, parce que si on s'imagine d'utiliser ça dans un centre de santé où une maman arrive avec son bébé, on n'aimerait pas forcément qu'elle doive attendre 3 heures avant d'avoir le résultat. On aimerait qu'on prend l'échantillon, on le centrifuge, et puis qu'au bout de 15 minutes, on puisse lui donner en fait un résultat. Et ça, ce serait possible par une centrifugation assez simple. La partie en haut qui est la couleur jaune, c'est bilirubine plus quelque chose. Le jaune varie. Juste. C'est quoi l'autre? C'est le plasma. Il y a des protéines là-dedans, il y a de l'albumine, il y a des sels. Oui. Tout à fait. Ça, c'est la même chose dans un spectromètre, sauf que le spectromètre, évidemment, va choisir exactement l'onde dans laquelle la bilirubine absorbe le mieux. Donc, on s'attend de ne pas avoir une valeur aussi bonne qu'en spectromètre. Vous avez vu celui avec une Leica, en fait. En bas, je vous ai montré de 2002. Mais on ne doit pas être très loin de ça avec la capacité aujourd'hui des caméras qu'on a de mesurer, en fait, la couleur. Mais il y a un petit peu de spéculation, hein, et on attend avec impatience ces premières valeurs sur une échelle qu'on doit encore tester, calibrer. Ouais.
L'idée derrière le modèle de, je ne peux pas dire commercial, puisque ce sera quasiment pas cher, c'est quoi? C'est de cumuler avec la lumière bleue, c'est mettre à disposition à la fois la lumière, l'outil de dépistage, les tubes. Le modèle, c'est quoi en fait derrière? D'abord, il faut démontrer que ça fonctionne vraiment. Et ça, c'est grâce au PRD, on est en train d'avoir ces valeurs. On les a d'abord testées à l'œil nu parce que ça, c'est simple. Maintenant, on a une application où tous ces échantillons vont être repris avec la petite application que je vous ai montrée. Probablement qu'on aura une courbe qui sera quelque part déplacée. Donc, il faut recalibrer l'échelle et refaire la mesure. Une fois qu'on a ça, on va réfléchir à votre question, mais en fait, la photothérapie, elle est vraiment bon marché. Tous ceux qui ont un aquarium savent que ces lumières, ça coûte pas grand-chose. C'est la même chose, c'est une lumière à 465 nanomètres. C'est pas de l'ultraviolet. Et ça traite la grande majorité des hyperbilirubinémies, sauf celles qui sont vraiment excessivement hautes, qui nécessitent, je dis ça pour vous monsieur, qui nécessitent encore aujourd'hui une exsanguinotransfusion. Mais avec 4200 naissances qu'on a ici, aujourd'hui dans les pays riches, c'est devenu excessivement rare. On a peut-être une exsanguinotransfusion tous les 2 ans ici au HUG, en grande partie grâce à la photothérapie, mais aussi, pour être vraiment honnête, c'est que les obstétriciens donnent des anticorps anti-D dans les incompatibilités Rhésus, qui permet d'éviter ces incompatibilités qui font des hémolyses extrêmement importantes, et donc la bilirubine va monter très très vite. Très très vite, c'est hors de grandeur de 1 à 2 jours. Ça peut monter en 1-2 jours. Ce n'est pas en heures, non. Pour la partie centrifuge, vous avez déjà une idée de comment le faire? Oui, on a déjà plusieurs idées, plusieurs choses qui sont testées. Une des choses que vous avez vues, c'est cette centrifuge qui est probablement trop puissante. En fait, ça donne trop de G. Et donc, ça peut soit casser les tubes, soit on n'arrive pas à bien les boucher. On a testé des essoreurs de salade. Et, et l'idée, c'est en fait d'avoir un box dans lequel on print en 3D un système rotatif dans lequel, un petit peu comme une essoreuse, oui, à la main. Vraiment, la chose importante, c'est que ça doit être disponible dans des zones où il n'y a peut-être pas d'électricité, où la sage-femme va aller d'une maison à l'autre. N'est-ce pas? Si on rêve, on pourrait même s'imaginer que les sages-femmes ici de l'Arcade qui n'ont pas de bilirubinomètre, ils doivent l'envoyer au laboratoire, qu'ils puissent avoir un petit appareil comme ça. Mais disons, là, on rêve, hein? Mais on pourrait s'imaginer ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose en termes de prévention qui est envisageable, qui est faisable ou pas par rapport à... Intéressant, oui. Disons, il faudrait éviter l'hémolyse. Et alors, pour l'hémolyse physiologique du nouveau-né qui peut aussi conduire à l'ictère nucléaire, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Par contre, dans des pays où en fait on a des problèmes enzymatiques sur le globule rouge qui les dégrade plus, en fait, il y a certaines substances qui ont été testées pour diminuer cette hémolyse. Mais ça ne s'est jamais vraiment établi. Un des épicentres de ça, c'était en Italie, à Cagliari. Ils ont en fait essayé de donner des molécules pour diminuer dans des situations où la membrane du globule rouge est fragile, quelque chose qui les stabilisait. Ça ne s'est jamais établi ailleurs. C'est tout un début. Hein,
on m'a dit qu'il fallait raconter une histoire. Donc, je vous ai raconté une histoire. Et puis, il y a sûrement aussi la question, si je prends encore une minute, il y a la question des patentes et des choses là. Moi, je suis médecin. Mon bureau est juste de l'autre côté. Et là, j'ai besoin d'être conseillé, hein, parce que moi, je ne veux pas faire de l'argent avec ça. Ni d'ailleurs que quelqu'un d'autre le fasse. Disons, je voudrais que ceux qui en bénéficient vraiment, c'est les enfants et les parents des enfants. Je remercie chaleureusement le professeur Pfister pour son intervention. Encore 1000 merci. Merci infiniment. Merci d'être venu jusque-là. Et c'est un café de l'innovation, donc si vous avez encore quelques minutes, je vous invite tous à prendre un café. Il y a une machine juste derrière vous. Il y a encore des sandwichs. Vous pouvez encore échanger entre vous. Et si le professeur Pfister a encore quelques minutes, également d'échanger avec, avoir la chance d'échanger avec le professeur Pfister qui est avec nous aujourd'hui. Je voulais vous remercier infiniment d'être venu à ce dernier café de l'innovation de l'année 2023. Il y en aura encore plein d'autres en 2024. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Il y a un café de la... Juste avant de terminer, je profite de signaler qu'il y a un café de la recherche mardi prochain sur les outils d'analyse de données à disposition du Centre de recherche clinique qui sera donné par Marc Devera de la direction du système d'information. Voilà, donc ça, c'est le programme de mardi prochain. Mais sur ce, je vous remercie encore 1000 fois d'être venus. On était ravis de vous accueillir au Centre de l'innovation aujourd'hui et je vous invite tous à prendre un café. Merci encore et merci au professeur Pfister.